Bonjour à tous, nous sommes le 31 mai 2026 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation, après une semaine d'interruption, puisque pour ceux qui ont suivi le direct de vendredi soir, vous le savez, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'étais à Saint-Pétersbourg avec Laurent Braillard et Xavier Moreau pour participer à plusieurs tables rondes sur l'immigration française en Russie et la façon dont on perçoit l'opération militaire spéciale en tant que personne étant née à l'étranger ayant immigré en Russie. On a aussi profité pour parler des différents livres qu'on a écrits, entre autres les derniers livres qu'on a écrits Laurent et moi sur le conflit actuel. Donc je rappelle, moi c'est La Balance et l'Épée, roman fantastique sur fond de guerre du Donbass et d'opération militaire spéciale, et Laurent qui lui a publié plutôt un livre chez Contre-Culture qui explique les origines du conflit et pourquoi on en est actuellement dans cette situation. Je vous recommande vraiment le livre de Laurent, c'est très bien expliqué, et comme ça vous comprendrez, je pense, très bien la situation, et entre autres les bases historiques, on va dire, qui sont derrière le conflit actuel. Avant de commencer le site rep, je rappelle qu'International Reporters est une agence indépendante. Nous ne recevons pas de valise de cash du Kremlin. Donc si vous voulez soutenir notre travail, et c'est hyper important, vous pouvez le faire via la plateforme Boosty, via un don mensuel ou ponctuel du montant de votre choix. Je vous mets l'URL juste sous ma trombine à l'écran, ainsi que un QR code vous permettant donc de scanner avec votre téléphone pour accéder directement à ma page Boosty. Je rappelle aussi que bon nombre des contenus que nous publions le sont exclusivement sur Telegram, donc pour être sûr de ne rien rater, abonnez-vous, et en plus c'est gratuit. On va pouvoir passer à la partie qui vous intéresse le plus, surtout après une semaine d'interruption, à savoir la carte militaire. Alors on commence en région de Soumy, on commence vers la poche de Yunakovka, où l'armée russe a pris toute cette zone-là au sud de Kortchakovka, et les combats pour Pisarevka ont déjà commencé, donc ce village qui est juste ici. Donc cette zone est en train de s'étendre encore et encore. Je rappelle, c'est la zone tampon qui avait été créée après la libération de la région de Souja. Si on descend un petit peu plus au sud, vous vous souvenez, il y a 15 jours, on avait parlé de la prise de contrôle de Miropolier, toujours en région de Soumy. L'armée russe a progressé à l'ouest de Miropolier de manière assez importante, puisqu'en 2 semaines, elle a pris toute cette zone-là, y compris le village de Zapselier, qui est ici, à l'ouest de Miropolier. Ensuite, on continue de descendre. Alors, on est désormais donc au sud-est de la ville de Soumy, ici, dans une autre des zones tampons, des nombreuses zones tampons que l'armée russe a créées dans cette région. Alors à cet endroit-là, l'armée russe a pris Riasnoye, qui est ici, ainsi que la zone ici qui va jusqu'à Taratutino, qui est là, qui a déjà été pris il y a un petit moment. Donc là, toute cette zone-là, voilà, ça a été pris durant les 2 semaines qui se sont écoulées. Alors on passe ensuite en région de Kharkov. Région de Kharkov où une nouvelle zone tampon est en cours de création, puisqu'au nord de Kharkov même, face à Krasny Khutor, l'armée russe a pris le petit village de Granov ici, et la zone tout autour, le long de la frontière, commençant donc à se regrouper avec la petite zone tampon de Vétérinaire-Noyer, dont on avait parlé il y a quelques semaines en arrière. Donc là, vous voyez, ça continue de s'étendre. Une nouvelle zone tampon en cours de création. Alors, on passe ensuite dans la zone tampon de Volchansk. Volchansk qui est ici. Alors, au sud de Volchansk. Alors, l'armée russe a pris le contrôle de Chesterovka, ici. Donc là, on est au sud de Volchansk. Et à l'est de Volchansk, l'armée russe a pris le contrôle de Volokhovka et de Karaïchnoye ici. Donc toute cette zone-là a été prise durant ces 2
semaines, ainsi que le village là tout au bout de Ribalkino. Voilà, donc là aussi, là, vous voyez, la zone tampon, elle est en train de s'étendre de plus en plus le long de la frontière à l'est de Volchansk. Alors, zone qui est d'ailleurs en train de rejoindre la plus proche, celle de Diktarnoye, où l'armée russe continue d'avancer puisqu'elle a pris le contrôle du village de Bourdaki, ici. Voilà, ce petit village-là, Bourdaki. Donc là aussi, zone tampon en pleine extension. On continue. Alors, je vous avais dit la semaine dernière que donc à un moment l'armée ukrainienne avait repris Otradnoye. Bon, ben l'armée russe l'a récupéré. Voilà, ça n'aura pas duré 2 semaines. Donc ça, comme je vous le disais, hein, c'est de la défense élastique. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'affoler. Et l'armée russe ici a pris Novo-Vassilievka. Ici un peu plus au sud, donc toujours en région de Kharkov, donc on est là, on est au nord de Kupiansk. Alors Kupiansk, la situation évolue pas beaucoup, sauf ici, où l'armée russe a avancé à l'est de Petropavlovka, donc là cette poche est en train de se refermer tout doucement, mais pour l'instant, comme vous le voyez, la situation reste plus ou moins sur un statu quo. Alors, ensuite... On passe en zone Krasny-Liman. Alors Krasny-Liman où là, ouais, on a eu une petite contre-attaque ukrainienne qui a repris Stavki ici et qui a réoccupé une partie d'Yampol là. Donc autour de Liman et d'Ibrovka. Donc là, bon, c'est nouveau, hein, ils mettent tous les moyens qu'ils ont pour récupérer un village qu'ils vont reperdre dans 2-3 semaines. Et ça va rien leur apporter, on va dire, sur le long terme. C'est des tentatives pitoyables de gagner du temps, puisque, eh bien, en région de Konstantinovka, eh bien, l'étau est en train de se resserrer méchamment sur les forces armées ukrainiennes. Puisqu'ici, donc, il y a eu des progrès de l'armée russe ici à Dolgaya Balka. Et en plus, il y a eu des progrès ici, dans la partie, on va dire, sud-ouest de la ville. Alors là, la carte n'en rend pas compte, mais en fait, ici aussi, l'armée russe, en fait, est beaucoup plus avancée que ça. Hein. Donc, en fait, vous avez là une pince magnifique qui est en train de se refermer sur les soldats ukrainiens. On a, à cet endroit, plus que 400 mètres. Pour que eh bien toutes les forces ukrainiennes qui sont ici dans cette petite poche dans la partie sud de Konstantinovka se retrouvent totalement encerclées. On parle de quelques centaines de soldats qui se trouveraient encore là et qui pour l'instant semble-t-il ont été lâchés par leurs officiers d'après les informations qu'on a. Les officiers ukrainiens se sont barrés et ont laissé leurs soldats derrière eux. C'est pas bon du tout pour eux. La route ici donc a été prise, comme vous le voyez, sous contrôle par l'armée russe. Donc le seul moyen pour les soldats ukrainiens, c'est de partir à pied. C'est extrêmement dangereux puisque avec une si faible distance entre les deux pinces, vous comprenez bien que les drones russes sont extrêmement actifs et font un véritable carnage parmi les soldats ukrainiens. Donc Konstantinovka, ça avance bien. Et ça, c'est pas bon du tout pour l'Ukraine. D'où les tentatives d'attaquer à droite et à gauche. Voilà. Pour essayer de distraire un petit peu de la catastrophe qui est en train de se passer là. Alors, si on passe maintenant à l'ouest de Krasnoarmeysk, alias Pokrovsk, eh bien, l'armée russe ont fini de nettoyer ici ce petit village de Novopodgorodnoye. Donc on est en région de Dnipropetrovsk, on est juste à la frontière entre la région de Dnipropetrovsk et la République populaire de Donetsk. Et donc voilà, ce village il est totalement passé sous contrôle de l'armée russe. Alors,
toujours région de Dnipropetrovsk, les soldats russes ont aussi pris le contrôle du village de Lesnoye, ici. Donc on continue d'avancer. Ensuite, au sud du village de Pokrovskoye ici, eh bien, l'armée russe a pris aussi le contrôle de Dobropassovo ici. Voilà, Dobropassovo. Donc on a repris l'avancée en région de Dnipropetrovsk. Après, on va dire une petite pause de quelques semaines. Et enfin, alors, en région de Zaporozhye, donc là on a Gouliaï-Polier qui est ici, eh bien l'armée russe a pris Vozdvizhevka ici, avance à l'ouest de ce village, a pris Verkhnaya Tersa, a pris la zone ici au nord de ce village, et est en train d'avancer vers Gouliaï-Polskoye ici. Voilà. Ainsi qu'à l'ouest ici de Tcharivnoye. Donc là, le front, on va dire, de Gouliaï-Polier, vous voyez, avance ici, ici, ici. Donc, et au nord, et à l'ouest, et au sud-ouest de Gouliaï-Polier. Donc le front avance en un seul gros bloc. Pour l'instant, pas de changement dans la partie ouest du front de Zaporozhye. Pour l'instant, en tout cas. Mais vous voyez, cette avance là de l'armée russe ici, à l'ouest et au nord-ouest de Gouliaï-Polier, eh bien, on est en train de faire un mouvement d'encerclement au nord d'Orekhov pour contourner, je le rappelle, les lignes défensives extrêmement fortifiées qui se trouvent ici. Et donc, on va les contourner par le nord. Donc voilà quelle est la situation. Pour l'instant, pas de nouvelles tentatives de mener des négociations. Bon, en même temps, vu le succès des précédentes séances de négociations, à part perdre du temps, je vois pas ce que ça a apporté. Je pense que l'Ukraine ne négociera réellement qu'une fois qu'elle sera dos au mur, et c'est-à-dire mur pour la capitulation. Côté conflit iranien, pour l'instant, bon, il y a eu quelques tirs de part et d'autre, mais pareil, les négociations, malgré ce que peuvent en dire les Américains, qu'il leur reste 2-3 détails à régler, je pense que c'est plus compliqué que ça, et que, pareil, je pense qu'il n'y aura pas d'accord de paix de manière immédiate. De toute façon, ce n'est pas dans l'intérêt d'Israël, et on sait très bien que c'est eux qui ont entraîné Trump et les États-Unis dans cette gabegie, mais cette gabegie, elle a eu un coup très très lourd en matière d'armement. Ça a dépouillé complètement les stocks occidentaux, entre autres de missiles Tomahawk, de missiles anti-aériens Patriot et THAAD, qui font aujourd'hui défaut à l'Ukraine. Résultat, Zelensky est en train de chouiner que il n'a pas assez de moyens pour assurer la défense anti-aérienne de son pays. Suite d'ailleurs à la frappe ukrainienne sur le collège internat de Starobelsk, il y a eu une frappe massive de la part de la Russie, mais je pense que le reste de l'addition va venir. Medvedev a réitéré l'avertissement pour les étrangers qui se trouvent à Kiev de dégager de là, parce que ça pourrait mal se passer pour eux. Donc je pense que on n'a pas fini de voir l'utilisation, entre autres des fameux Oreshnik, mais pas seulement. Il y a eu, semble-t-il, l'utilisation d'un Zircon, qui normalement était un missile anti-navire. Et donc là, il semble l'avoir adapté pour un usage au sol. Donc c'est assez intéressant. On va voir si on va de nouveau assister à l'utilisation de ce missile lors de frappes sur Kiev ou sur d'autres endroits. En tout cas, pour l'instant, la Russie continue de frapper toutes les nuits des infrastructures critiques, usines, on va dire militaires, et surtout les locomotives, pour détruire en fait la logistique de l'armée ukrainienne. Voilà.
Donc je vous dis à vendredi prochain pour le prochain direct hier stream. Alors on fait désormais sur YouTube en remplacement de VK, puisque VK me pose un problème de connexion. Donc on le fait désormais sur Telegram et sur YouTube. Ça a l'air d'être une bonne combinaison, puisque vous avez été très nombreux vendredi à nous suivre sur YouTube. Donc je pense qu'on va continuer comme ça. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain direct tier stream et le prochain rapport hebdomadaire de situation. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien.